J'ai le grand plaisir de recevoir à cette tribune Elisabeth Lick, ici, comme tu veux. Voilà, qui est professeure à la Fletcher School of Law, diplomatie, spécialiste de l'histoire globale de la décolonisation et de l'Asie du Sud, et qui va donc nous parler de la réception de la même histoire mondiale de la France, mais dans l'historiographie anglo-saxonne. Elisabeth, c'est à toi. Parfait. Merci de m'avoir invité ici. Avant de commencer, je tiens à dire que je n'ai pas parlé français depuis l'université, il y a bien longtemps. Je vous prie donc de m'excuser car il y a sans doute quelques erreurs malgré l'aide de mes collègues. Et je dois dire aussi, je préfère recevoir et répondre aux questions en anglais, s'il vous plaît. Alors, permettez-moi de commencer par dire d'où je pars. Je suis ici comme chercheur en histoire globale. Je travaille sur les histoires globales de l'Empire et de la décolonisation, y compris celle des anciennes colonies françaises. Mais je parle aussi à un autre titre, comme rédacteur en chef du Journal of Global History. La revue a 20 ans cette année. Est un anniversaire, c'est toujours une bonne occasion de faire le point sur l'état du champ. C'est dans cet esprit que j'ai lu la lecture de l'histoire mondiale de la France, avec, je dois le dire, un vrai plaisir. Je dois dire, j'ai lu la première édition, pas la nouvelle édition. Ce que je voudrais faire, c'est replacer ce livre et plus largement l'idée d'une histoire mondiale des nations dans un cadre plus vaste. Je le ferai à partir de 3 questions. Première question, pourquoi ces histoires mondiales des nations sont-elles un phénomène continental? Et à quoi ressembleraient leurs équivalents en anglais? Deuxième question, que nous apprend l'histoire mondiale de la France sur la manière même dont on fabrique l'histoire globale? Et troisième question, est-ce qu'il y a une histoire mondiale à la française? Et quelles sont les possibilités d'un dialogue par-delà les frontières linguistiques? Ces 3 questions n'en font qu'une. Chacune nous mène à une frontière. La frontière entre la nation et le monde, la frontière entre l'Empire et la nation, et la frontière entre les langues. Et chaque fois, la même difficulté, dire où l'une finit et où l'autre commence. Première question donc. Il n'existe pas d'équivalent direct de l'histoire mondiale de la France, ni pour la Grande-Bretagne, ni pour les États-Unis. Des historiens ont bien essayé d'inscrire ces nations dans un cadre global. Je pense à David Reynolds, Island Stories, An Unconventional History of Britain. Je pense à Stuart Ward, Untied Kingdom, A Global History of the End of Britain. Ces 2 livres partent de préoccupations très proches de celles de l'histoire mondiale de la France. Tous 2 cherchent à comprendre le Brexit, ou la décision britannique de quitter l'Union européenne, et la manière dont l'identité britannique a été remise en cause ces dernières décennies. Les intentions sont les mêmes, les publics aussi. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Là, les États-Unis et le monde, the US and the world, c'est devenu un véritable champ. Le livre le plus proche de l'histoire mondiale, c'est sans doute The Cambridge History of America and the World. C'est une histoire de longue durée, écrite à plusieurs mains. Elle montre comment les États-Unis sont nés de leurs engagements dans le monde et comment, en retour, ils ont façonné la scène internationale. Les auteurs l'admettent, l'Amérique a gagné son indépendance grâce à ses relations extérieures. Et elle a, elle aussi, une histoire impériale, comme la Grande-Bretagne, comme la France. Mais attention, cet ouvrage qui fait 4 volumes s'adresse à des universitaires, pas au grand public. Dans l'espace public, l'idée des États-Unis et le monde n'est presque jamais discutée. Je pense que le livre de Bender, A Nation Among Nations, fait figure d'exception.
Et pourtant, je crois que le moment est venu pour une nouvelle histoire mondiale des États-Unis, car le pays est aujourd'hui saisi par des histoires nationales et nationalistes. On le voit dans l'idée « l'Amérique d'abord » ou « America First ». Ce mot d'ordre tient ensemble deux exigences contraires. D'un côté, une identité américaine pensée comme purement intérieure. De l'autre, la prétention d'occuper le devant de la scène mondiale quoi qu'il en coûte, être sous le monde et au centre du monde en même temps. Voilà le paradoxe. Au moment où les États-Unis s'apprêtent à fêter les 250 ans de leur déclaration d'indépendance, il me semble utile de rappeler une chose au public. Jamais le pays n'a été aussi isolé que certains aiment à le croire. J'en viens à ma deuxième question. En quoi l'histoire mondiale de la France peut-elle servir de modèle? Sa grande force, c'est l'accent qu'elle met sur la nation, et ce n'est pas rien, car dans les histoires globales anglophones, la place de la nation a longtemps fait débat. Au départ, l'histoire globale s'est construite contre quelque chose, contre les récits qui mettaient l'État-nation au centre du tout. Elle a voulu, au contraire, transcender les frontières nationales à travers l'étude de réseaux économiques, des marchandises ou des migrations. En Angleterre, l'histoire globale s'est focalisée sur la mondialisation économique parce que les liens politiques et culturels de l'Empire britannique, eux, étaient déjà pris en charge par l'histoire impériale. Depuis, les choses ont changé. La mondialisation n'est plus le moteur principal. Les formes se sont diversifiées. Pensez à la micro-histoire globale. On part d'une seule personne, d'un seul événement pour en tirer des dynamiques mondiales. Pensez aussi à l'attention nouvelle portée aux acteurs, aux institutions. Et surtout, le champ s'enracine de plus en plus dans des histoires non européennes. Beaucoup de ces auteurs viennent des études régionales, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique. L'histoire globale y gagne en diversité, et c'est à la fois une chance et une difficulté. Car voici la critique qu'on lui adresse. À force de se décentrer, elle manquerait de structure. Et c'est exactement là que l'histoire mondiale de la France est précieuse. Elle nous rappelle qu'il faut prendre la nation au sérieux, comme unité et comme idée. Trop souvent, la nation est absente des histoires globales. Or, il faut l'y faire revenir, la remettre au centre. Dans l'histoire moderne, la nation a tout commandé. La trajectoire interne des États, leurs relations entre eux et le combat des peuples pour sortir de l'Empire. Le nationalisme, le sentiment d'une identité propre ont nourri beaucoup des luttes anticoloniales au XXe siècle. Pas tout, mais beaucoup. L'État-nation est devenu et reste un pilier des relations régionales et internationales. Et à l'heure des nationalismes xénophobes les plus durs, on le voit bien. Mondialisation et nationalisme ne sont pas forcément contraires. L'histoire mondiale de la France nous rappelle donc une chose simple. La nation et le monde sont profondément liés. Les idées françaises, les acteurs français ont circulé partout. Et dans le sens inverse, des forces venues du dehors ont changé le destin de la France. Mais cela soulève deux questions. La question de la causalité et celle du raisonnement à travers les régions. La causalité d'abord. Dans quel sens circulent les idées et les pratiques et avec quels effets? Ou si vous préférez, quand on raconte l'histoire mondiale d'une nation, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant? Dans la seconde moitié du livre, l'Empire est là, mais il n'est pas tout à fait là.
Les histoires mondiales de la Grande-Bretagne, elles sont obligées d'affronter de front les fondements impériaux du pays. Ici, l'Empire n'est qu'une facture parmi d'autres. Alors, je pose la question, comment mesurer l'effet des colonies sur la métropole? Jusqu'à quel point les colonies ont-elles façonné la France comme nation? Je me demande si cette tension entre le monde, l'Empire et la nation n'affleure pas dans une remarque de Patrick Boucheron au début du livre. Il dit « C'est une histoire mondiale de la France et non une histoire de la France mondiale ». La seconde formule, elle supposerait une histoire bien plus multidirectionnelle. Et c'est justement l'Empire qui rend la chose délicate. Parce que l'Empire brouille la frontière entre une nation mondialisée et une histoire mondialisée. Où la nation se forme-t-elle? Dans quel sens circulent les forces qui finissent par dessiner une soie nationale? Cela évoque une question plus large portant sur la causalité historique dans l'histoire mondiale. Regardez les chapitres sur l'Empire. Pas tous les chapitres, mais beaucoup. La plupart s'intéressent aux dynamiques qui rayonnent depuis l'Hexagone. Ils montrent comment les colonies ont servi de laboratoire aux idées et aux pratiques françaises. Mais cela privilégie une causalité à sens unique, plutôt qu'une logique d'échange. Alors, je retourne la question. En quoi la France d'aujourd'hui est-elle différente parce qu'elle a été un empire? Et comment les colonies en retour ont-elles mondialisé la politique et la culture française? La question de l'empire en évoque une autre. Où est la France? J'ai été interpellée par une chose. Les chapitres sur les espaces coloniaux les traitent souvent comme des appendices, des territoires rattachés à la France mais distincts d'elle. Or, ce n'était pas la logique de l'Empire français. Ce n'était pas la justification qu'il se donnait à lui-même. L'idée même du département d'outre-mer brouille les frontières du territoire et de la nation. Alors, posons la question franchement. À quoi ressemble la France si l'on tient les outre-mer pour une part entière de la France? Est-ce que la France apparaît de la même façon dans la France d'outre-mer? Comment tenir ensemble une histoire d'intégration et une histoire de séparation? D'autres historiens ont abordé cette question. L'ouvrage, lui, ne s'y arrête pas. Les histoires mondiales de la Grande-Bretagne ou des États-Unis n'ont pas ce choix. Elles sont obligées d'affronter l'Empire et l'échange. L'histoire britannique est née dans l'Empire. D'abord, l'union de l'Angleterre, du pays de Galles et de l'Écosse, puis la colonisation de l'Irlande, puis l'expansion outre-mer. Pendant des siècles, l'Empire a tout façonné, de l'architecture jusqu'à la cuisine. Pour les États-Unis, le monde est encore plus immédiat. Leurs dirigeants ont mobilisé des penseurs européens comme John Locke et Thomas Hobbes pour justifier la revendication de l'indépendance. Une indépendance qu'ils n'ont obtenue par que l'alliance avec la France. Et dans le même mouvement, ils ont reproduit les ambitions impériales de l'Europe, en s'entendant d'abord vers l'ouest à travers l'Amérique du Nord, puis outre-mer vers les Philippines, Guam, Porto Rico, etc. Être américain n'a jamais été quelque chose de purement local. C'est vrai aussi du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud. Là, le colonialisme de peuplement a tellement compté dans la formation de la nation qu'il a relié ces pays entre eux et leurs cousins britanniques par les mêmes logiques raciales qui ont façonné leur système de gouvernement et de citoyenneté. Ces nations montrent combien l'identité nationale est un terrain de lutte. Parce que plusieurs groupes s'y revendiquent,
en même temps l'appartenance et l'enracinement. Les colons revendiquent un droit d'appartenir au motif qu'ils auraient civilisé ces espaces. Mais ce droit suppose en retour le déracinement des autochtones. Et même à l'intérieur de ces nations, les hiérarchies demeurent. Le brouillage est encore plus net si longtemps d'appliquer les modèles de l'histoire mondiale des nations à des contextes non européens. En m'appuyant sur mes propres travaux et en tenant compte du fait que de nombreuses anciennes colonies britanniques appartiennent à une sphère universitaire anglophone, j'ai réfléchi à ce à quoi pourrait ressembler une histoire mondiale de l'Inde. C'est ce que ma collègue Bérénice Guillot-Richard et moi avons cherché à faire dans notre ouvrage collectif South Asia and the World. Prenez l'Inde sur la longue durée. C'est l'essor et la chute de plusieurs empires. C'est un centre de réseaux commerciaux et artistiques. C'est la victime d'interventions européennes. L'Inde a été tour à tour colonisatrice et colonisée. Elle a servi de laboratoire aux pratiques coloniales britanniques et elle a fourni une immense main-d'œuvre en Afrique de l'Est, dans les Caraïbes, en Asie du Sud-Est et au-delà. Ces leaders anticoloniaux pensaient la décolonisation à deux échelles à la fois, nationale et mondiale. L'Inde, c'est aussi une étape où la nation a été âprement disputée. Plusieurs communautés ont défini la nation indienne autrement, par l'ethnicité, par la langue et bien sûr par la religion. On retrouve là la question de l'échelle, celle qu'Anne-Isabelle abordera tout à l'heure. L'appartenance nationale indienne vient de deux sources. Elle vient de débats très locaux et elle vient de rencontres impériales, la domination britannique, les soldats indiens dans les deux guerres mondiales, les négociations pour l'indépendance. Et puis, l'Inde coloniale a été partagée en deux États indépendants, l'Inde et le Pakistan. Cela dit assez à quel point l'appartenance nationale est contingente. On revient toujours au même point, le lien inévitable entre la nation et le monde ou le mondial. La circulation, l'échange, la contestation et la coopération. Ces exemples nous invitent à revisiter notre vision du monde ainsi que nos choix méthodologiques pour l'aborder et le comprendre. Où finissent les empires et où commencent les nations? J'ai hâte d'entendre mes collègues là-dessus, sur les histoires mondiales des nations qui furent des colonies, ou qui restent encore enfermés dans le projet d'une autre étape. J'en viens à ma troisième et dernière question. Comment peut-on faire dialoguer l'histoire mondiale de la France avec les autres traditions d'histoire globale? Existe-t-il un tenant français? C'est la question que Pierre m'a demandé d'examiner. Une chose est sûre. L'histoire mondiale de la France a rendu l'histoire globale visible pour le public français. Mais a-t-elle ouvert un espace pour une histoire mondiale à la française? Regardons les auteurs. Beaucoup ne sont pas des historiens du monde. Ce sont des spécialistes d'un champ, d'une région, qui ont accepté de penser et d'écrire à plus grande échelle. La contribution du livre est donc double. Il montre d'abord que des chercheurs venus d'horizons très différents peuvent faire de l'histoire mondiale. Et il montre ensuite qu'on peut l'écrire de façon vivante et accessible à un large public. Ce sont deux apports précieux et j'aimerais beaucoup les voir repris ailleurs dans d'autres pays. Mais en préparant cette intervention, une chose m'a interpellée. La réception anglophone de l'histoire mondiale de la France est très faible et c'est le symptôme d'un mal plus large. L'histoire mondiale reste coupée par les langues. Je le constate au Journal of Global History. Nos auteurs
nos auteurs viennent du monde entier. Les institutions européennes y sont bien présentes. Mais quand ils situent leur travail dans les débats du champ, ils citent presque uniquement en anglais, à quelques exceptions allemandes près. Les conceptions françaises de l'histoire mondiale, elles sont quasiment absentes, même quand le sujet c'est l'histoire de France. Aujourd'hui, l'histoire mondiale est majoritairement anglophone. J'ai feuilleté des numéros récents des annales. Beaucoup de travaux d'histoire mondiale qu'on y présente sont des traductions. Dans le journal Monde, c'est pareil. Les ouvrages cités sont souvent anglophones. On a très peu étudié les pratiques d'histoire mondiale, leurs ressemblances, leurs différences d'une langue à l'autre. Je me demande combien d'historiens anglophones savent que Jacques Revel a joué un rôle décisif dans l'essor de notre champ en invitant à jouer des échelles. En Angleterre, on cite la géographie politique, on ne cite pas Revel. Le défi dans le domaine de l'histoire mondiale est double. Il faut parler aux publics locaux et aux publics internationaux en même temps. Il faut tenir une vraie expertise régionale tout en restant ouvert à des liens plus larges. Les historiens du monde ne dialoguent pas toujours par-delà les frontières et ils ne lisent pas toujours dans plusieurs langues. Aux États-Unis, on connaît souvent mal les travaux européens et en Europe, c'est l'inverse. Alors, comment sortir de ces cloisonnements? Comment écrire des histoires mondiales des nations sans tomber dans un nationalisme linguistique? Ce qui fait le charme de l'histoire mondiale et aussi parfois son agacement, c'est qu'elle se tient sur plusieurs lignes de fracture. Et c'est une chance pour qui l'écrit. Cela permet d'aller vers les frontières les moins floues. La frontière entre les empires et les nations, par exemple, en offre une illustration parlante. Les historiens du monde sont souvent à l'aise avec ces zones de flou, entre le local et le global, l'étranger et le national, le dedans et le dehors. Une licence qui n'a pourtant rien d'évident lorsqu'on vient d'ailleurs, c'est-à-dire de notre champ. Alors, y a-t-il une manière proprement française d'écrire l'histoire mondiale? L'histoire mondiale de la France propose un chemin pour combler l'écart entre le local et le global. Mais à quel titre? Comme un modèle? Je reviens pour terminer sur cette insistance. C'est une histoire mondiale de la France et non une histoire de la France mondiale. Dans le débat public, je comprends la distinction. Les deux formules n'engagent pas la même chose. Mais comme spécialiste de l'histoire mondiale, je suis moins sûre qu'une telle frontière existe vraiment. Alors, prenons-la pour ce qu'elle est, une incitation et une invitation. Il nous faut plus d'historiens prêts à écrire des histoires mondiales de nations mondiales et plus de chercheurs prêts à mobiliser les méthodes et les pratiques de l'histoire mondiale tout en dialoguant entre les régions. J'ai hâte de voir ce que ces histoires nous révéleront.